Eh bien, si c'est bon pour vous. Ah, pour moi, ça va. Alors, Serge Rousseau, bonjour. Bonjour. On sait aujourd'hui que François Truffaut a toujours accordé une importance énorme à la littérature et à la chose écrite, aux livres, aux écrivains, que ça a été quelque chose de très important pour lui, notamment dans son enfance, où c'était une espèce d'échappatoire. Étant donné que vous étiez son ami, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de ce rapport qu'entretenait François Truffaut avec les livres ? Difficilement, parce que j'ai connu, moi, François, c'était déjà un cinéaste que j'ai pas connu quand il a fait les 400 coups, les Mistons d'abord, enfin j'ai vu les films, mais je ne le connaissais pas encore, et je l'ai connu après le pianiste. Et à partir de là, il avait ses bureaux rue Robert-Étienne. Moi, j'avais les miens, 37 rue Marbeuf, qui était juste en face. Et à partir du moment où on s'est rencontrés, ben, je sais pas, on a énormément sympathisé. Et on déjeunait souvent ensemble à la boulangerie, qui était une boulangerie qui faisait aussi restaurant, juste au coin de la rue Robert-Étienne et de la rue Marbeuf. Et à partir du moment où on s'est rencontrés, en dehors de toutes les discussions sur la politique du moment, sur ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas, et plus les longs silences de François, parce que François dans la conversation avait souvent des arrêts qui étaient inquiétants, parce qu'on ne savait pas si la conversation allait reprendre, mais ça reprenait. Et on parlait surtout du cinéma, moi des comédiens, lui du cinéma, et je lui ai surtout fait beaucoup connaître les comédiens, parce que moi j'avais été comédien longtemps moi-même, et j'adorais les comédiens, et c'était ce que je faisais, ce que je voulais faire. Et il m'a très très peu parlé de littérature. J'ai découvert d'ailleurs qu'il avait autant lu quand il est mort, et que j'ai assisté, enfin que je suis, enfin chez lui j'étais déjà allé avant, mais enfin je regardais pas spécialement. Et quand il est mort, j'ai vu tous les livres qu'il avait, tout ce qu'il avait lu, et j'étais très très impressionné. J'imaginais pas qu'il avait pu lire tout ça, parce que moi-même étant jeune, j'avais beaucoup lu, mais j'avais lu James Lewis Corwood, Jacques Landon, Jules Verne, Erckmann Chatrian, alors que lui, il y avait déjà Proust, Genet, Balzac, enfin c'était impressionnant, quoi. Et par rapport au rapport que François Truffaut entretenait avec l'enfance, on sait qu'il a toujours été très attiré par le monde de l'enfance, oui. Que ce soit dans sa vie privée et également évidemment dans ses films, oui, absolument, son œuvre filmée. Oui. Bon, alors on pense évidemment des films évidents, oui. comme L'argent de poche ou Les 400 coups, et ce côté un peu pédagogique de François Truffaut, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je crois que François, enfin, idéalisait, enfin, aurait aimé que les enfants deviennent moralement le mieux possible. Alors il pensait que c'est une chose qui venait de l'éducation, enfin que l'éducation justement des livres, de la science, de tout ça. Et je crois que ce qu'il aimait chez les jeunes, c'était chez les enfants, c'était la pureté, enfin c'était le côté, la spontanéité des enfants, qui même quand ils faisaient des choses méchantes, ou pas parce qu'il arrive que les enfants font des choses méchantes, mais c'est pas calculé, ça vient d'une chose comme ça, d'une chose instinctive, et peut-être qu'il aimait l'éducation pour leur apprendre justement à mener ça vers le bien, parce que François, profondément, était très, très moraliste, quoi. Enfin, pour moi. Moraliste dans... Moraliste dans le sens que il aimait que des choses soient positives pour les gens. Il aimait que ces films apportent quelque chose aux gens dans le sens que ça leur fasse du bien, ou à l'intelligence, ou aux sentiments. Enfin, c'est ce que je voyais chez lui, et c'est ce qui ressortait de nos conversations, quoi. Mais sans qu'il n'en fasse jamais une doctrine, hein. C'était ce que je jugeais moi après. C'était pas conscient de sa part? Peut-être, mais c'était jamais un professeur, François. Moi, j'ai souvent assisté à des débats pour la télévision ou à la radio où il y avait d'autres cinéastes, et à un moment donné, ils se mettaient à parler d'un film, du cinéma ou de quelque chose, puis tout le monde parlait, puis au bout d'un certain temps, d'un seul coup, il n'y avait plus que Truffaut qui parlait, non pas parce qu'il
désirait prendre la parole et qui... non, c'est parce que simplement, ce qu'il disait était tellement intelligent, tellement clair, que, pas que les autres ils disent pas la peine qu'on parle, ce qu'il dit est mieux que nous. Et c'est toujours comme ça que j'ai perçu Truffaut. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a laissé aussi une très très grande trace en dehors de son cinéma, à la fois dans la profession et à la fois dans le public et beaucoup chez les femmes qui avaient perçu cette sensibilité extrême, quoi. Et vous pensez que Truffaut aurait fait un bon professeur? Ah oui, ouais, ça je le pense, oui, bien sûr. D'ailleurs, je me souviens quand il a fait L'Enfant sauvage, à un moment donné, il était question il voulait prendre un comédien. Et puis, au bout d'un certain temps, il n'a pas voulu parce qu'il a dit, si jamais je prends un comédien, il va vouloir se faire valoir, enfin qu'on le voit, tout ça, et ça va être un intermédiaire entre moi et l'enfant, alors que je ne veux pas qu'il y en ait, quoi. Et c'est pour ça qu'il a joué le rôle. C'était pas je veux jouer absolument, non, c'était pour cette raison. C'était important pour lui d'être en contact direct avec l'enfant et que surtout qu'il n'y ait pas quelqu'un, parce qu'un comédien c'est quand même quelqu'un qui veut aussi se faire valoir, c'est son métier, et il craignait cette chose-là. D'accord. Et par exemple, l'autre film dans lequel il joue, qu'on connaît bien, c'est La Chambre verte. Oui. Et dedans, il y a un enfant oui. dont il s'occupe, parce que c'est un enfant qui est un peu déficient. Oui, absolument, oui. Il apprend des choses, on oui. le voit d'ailleurs oui. souvent, lui apprendre des choses, oui. lui montrer des choses. Vous pensez que c'était important aussi pour lui, à ce moment-là, de jouer ce rôle-là lui-même? Moi, je le pense, mais La Chambre verte, c'était aussi c'était un peu son testament à François, quoi. C'était tiré d'une nouvelle d'Harry James, que je n'ai pas lu d'ailleurs, donc je ne connais que le film, mais c'était un petit peu tout ce qu'il avait, tous les gens qu'il avait aimés, le respect qu'il avait des gens qu'il avait aimés. La seule haine qu'il avait, c'était le personnage vous savez que c'était une photo, c'était quelqu'un qui avait eu une grosse réussite dans la vie, mais qu'il détestait. Et je ne sais pas si l'enfant était dans la nouvelle, mais parce que justement, il aimait aider les faibles, François. Enfin, je veux dire, il était toujours pour les faibles devant la force, quoi. Et Robert Hachnet donc m'avait dit que les bureaux du Carrosse étaient en vis-à-vis avec une école. Absolument, pas en vis-à-vis, parce que c'était une impasse, qui existe toujours, la rue Robert Estienne, qui n'est pas très longue, elle doit faire, je sais pas, 50 mètres maximum. Et au bout de l'impasse, alors les bureaux de Truffaut étaient, je crois, au deuxième étage sur la gauche, à 15 mètres de l'école, et des fenêtres des bureaux, il dominait l'école qui ferme l'impasse, et dans laquelle il y a toujours dans mes souvenirs, il y avait un petit drapeau bleu, blanc, rouge au-dessus qui dominait l'école, quoi, et qui doit toujours exister. Et donc il y avait les voix des enfants. Ah, puis oui, c'est ça. Dès que les fenêtres étaient dans mes souvenirs, comme il ne passait pas de voiture, et les fenêtres devaient être souvent ouvertes, et on entendait les cris d'enfants à toutes les récréations. Et il y a toujours eu des cris d'enfants autour de Truffaut. Oui. Et pourquoi pensez-vous que François Truffaut se soit intéressé dès son premier film finalement à l'enfance? Bon, Les 400 coups, c'est un contexte un peu particulier. Oui, parce que c'est quelque part lui qui c'est ça, voilà, ouais. Mais que très très vite en fait. Mais il y a eu des mistons quand même. Que les mistons, c'était aussi des salmômes, des salmômes sympathiques, mais qui emmerdaient les jeunes amoureux. Parce que là aussi, ça a dû être son enfance, les filles. Et puis c'était des souvenirs d'adolescence et même de préadolescence, je pense. Et c'est vrai que les films, les Douanel, ça reste, c'est une adolescence très prolongée quelque part. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant de constater que chez Douanel, au début, le personnage de Jean-Pierre Léaud est très très proche de François Truffaut. Enfin, c'est lui qui fait quelque chose près. Et qu'au fur et à mesure que les films se réalisent et que les différents Douanel se succèdent, il s'éloigne de plus en plus. C'est-à-dire, je pense que François, qui était d'ailleurs forcément, qui était plus vieux que Jean-Pierre Léaud, mais disons qu'à partir du moment, on a toujours tendance à raconter, quand on est auteur, enfin cinéaste, ce qui s'est passé avant. Donc, à ce moment-là, il se retrouvait vers Jean-Pierre, dans lequel il retrouvait son enfance, son adolescence et tout. Puis à un moment donné,
Jean-Pierre qui ne vieillissait pas beaucoup et qui quand même avait toujours... il doit avoir pas loin de 60 ans, Jean-Pierre m'aurait quand même 12 ans de moins. Et il était plus le personnage que François avait envie de montrer à l'écran. Enfin, il pouvait pas le représenter physiquement l'âge de François, et c'est là où il s'est tourné vers Denner, parce qu'il voulait pas non plus que les hommes soient trop beaux. Il n'aurait pas voulu d'un jeune premier Alain Delon. Donc Denner représentait pour lui un personnage très très important au point de vue talent. Puis parce que quelque part il s'est transposé aussi dans le personnage de Denner, et après il y a eu Depardieu, Trintignant avec qui il a terminé ses films, quoi. Voilà. C'est très bien. Et ben c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il y avait... Oh non, il y a un peu de... Il n'y a pas beaucoup de lumière en plus. Là, ça vous va, là, comme C'est ça? parfait. Il y a... Impeccable. D'accord. Alors, Claude de Givray, merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est, vous avez été l'ami de François Truffaut. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport très fort que François Truffaut a toujours entretenu avec les livres, avec la chose écrite, les écrivains, la littérature? Oui, parce que je crois que moi, j'ai pas complètement connu à cette époque-là, ça devait être Lachenay vous en parlera, à l'époque du Club du Faubourg, quoi. Je veux dire, Truffaut participait à des débats au Club du Faubourg, avant que ça soit des débats de ciné-club sur le cinéma. Donc, les clubs du Faubourg, ils parlaient, je crois, apparemment beaucoup de livres et tout ça comme ça. Et donc, Truffaut, comme pas mal de gens, enfin, qui ont été privés de livres dans la mesure où c'était pas naturel dans sa famille, c'était plutôt des sportifs qui faisaient de la varap, sa famille, quand ils s'occupaient de lui, et puis qui n'ont pas voulu l'envoyer au lycée. Donc Truffaut il suivi des cours complémentaires, et puis après il est parti pour un travail professionnel, et donc pour lui c'était un violon d'Inde essentiel, quoi, la littérature, et donc il en a maintes fois parlé, il en a beaucoup, bien sûr il a fait Fahrenheit et tout ça en fonction de ça, et tout ça, donc c'est vrai qu'on peut penser que c'est en partie, parce que en même temps j'ai toujours pensé, on en a pas mal parlé, que justement ce qui était formidable, c'est qu'il n'avait pas l'esprit formaté par l'éducation à la fois secondaire ou même tertiaire, quoi, il s'est fait lui-même sa culture générale en tapant comme ça, il tapait sur un peu dans Cocteau, Giraudoux, et puis après Giraudoux l'amenait à un autre auteur, après il arrive assez vite à Proust et tout ça. C'est vrai que dans les années 45, il y avait encore un climat comme ça. Mon père vivait aussi dans ce climat-là. Il y avait un climat où on respectait la littérature, il y avait encore 40 ou 50 grands romanciers français vivants dans les années 45-50, et donc c'est vrai que... Donc lui a renseigné ça comme un manque, et puis il a nourri sa curiosité. C'est une curiosité, je trouve, formidable, dans le mesure où c'est lui-même qui faisait son programme, quoi. Et donc il le faisait pour son plaisir, et après ça a continué comme ça. Vous savez, il était abonné à une revue de libraires. C'est une revue qui prévient les libraires des livres qui vont paraître 2 ou 3 mois avant leur parution. Et Truffaut cochait. Donc il voyait les résumés des livres qui allaient paraître. Et donc c'est comme ça notamment qu'il avait détecté l'étude de cette américaine sur Adèle Hugo, quoi, qu'il a vu que le livre allait apparaître, et il a même demandé à ma femme Lucette de l'acheter alors que le livre n'était même pas encore paru, puisque c'était une revue qui présentait les livres apparaître. Et donc voilà, enfin, et donc je me souviens aussi très bien on en parlait encore récemment, parce qu'il y a eu, je sais pas quoi, il y a le Ciné-Club Action qui a ressorti un film qui s'appelle Le Bandit, des gars de Jules Maire, et donc on en a parlé encore il y a 2-3 mois, même pas, et où on a dit que justement, on a cité la critique de Truffaut du Bandit, qui date de, je sais pas quoi, de 56, où il dit « J'entrevois en voyant Le Bandit comment je pourrais adapter un roman que j'aime beaucoup, qui s'appelle Villégime ». Donc c'est beau, parce qu'il entrevoit comment raconter d'une manière assez simple les rapports entre une femme et 2 hommes, quoi. C'est ça le sujet du Bandit. Donc il a toujours... C'est très curieux, d'ailleurs c'est ça qui l'a peut-être lui a donné
cinéphiles sont quelquefois trop fétichistes du cinéma, quoi. Je veux dire, lui, il avait à la fois, il adorait le cinéma, comme il avait aussi un petit recul. Il aimait quand même, il dit que dans les films, il y a une sorte de densité littéraire, quoi, une sorte de densité romanesque, où quand il s'était pas ouvertement pris, s'inspirait d'Henry James, même si Henry James n'était pas au générique et tout ça, ou de Cocteau, ou des choses comme ça. Donc pour lui, c'était une autre, un peu de surréel, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait la réalité qu'il connaissait bien, dans laquelle on essayait de puiser quand on travaillait avec lui. Puis il y avait une sorte de surréalité, c'est-à-dire la manière dont les artistes, et pourquoi pas aussi certains cinéastes, je dirais pas intellectuels, mais enfin littéraires, essayaient de transposer leur création, leur littérature. Aujourd'hui, il y a toujours eu deux niveaux, et c'est vrai qu'on peut penser qu'en vieillissant, qu'il aurait fait moins de films et qu'il aurait davantage écrit, ou il serait devenu peut-être un peu éditeur, ou des choses comme ça. Enfin, ça c'est sûr. Oui, il en avait parlé un peu. On sentait bien que, enfin, en tout cas, je vois pas ce qu'il aurait fait d'autre, puisqu'il parlait de faire moins de films. Il parlait de faire moins de films, quoi. Bon, donc je sens qu'il aurait forcément écrit, ou il aurait publié des bouquins, ou il était un peu éditeur comme ça. Donc c'est pas. C'est ce qui fait son originalité d'ailleurs, parce que c'est une littérature très. Quand vous voyez Madame Chabrol, bon, c'est la littérature policière. Il connaît à fond la littérature policière. Soit il met les gens au générique, il adapte, ou il pompe un peu, comme ce qui est très bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème et tout ça. Truffaut, ce qui est intéressant, c'est que ses sources sont très vastes, quoi. Donc c'est très et il fait un peu la même chose comme il fait pour le cinéma, c'est-à-dire essayer il phagocyte un roman, comme il phagocytait un film, et que ça devienne de sa propre chair fraîche. Et tu prends une chaise peut-être Allez-y. Hein. Tu peux Oh, bien sûr, écoutez. Alors, attendez une seconde, vous n'allez pas rester debout. François Truffaut a travaillé avec un nombre assez réduit de scénaristes finalement pendant sa carrière. Il n'en avait pas beaucoup. Et chaque scénariste avait, comment dire, un rôle particulier. Par exemple, Jean Gruaud, c'était celui qui se documentait sur les adaptations littéraires, par exemple, quand il y avait justement des choses comme ça très romanesques, des grands livres comme Les Deux Anglais et le continent, par exemple. Et vous et Bernard Revon, on a l'impression, en tout cas, que ce qui est recherché, c'était votre capacité à vous nourrir de tout ce qui fait la vie quotidienne, des petits détails, vous m'avez parlé notamment des enquêtes que vous faisiez dans les hôtels à l'époque de Baiser volé. Qu'est-ce que vous pensiez de cette manière de travailler? Oui, c'est ça, et puis on peut dire aussi, c'est ça que... Oui, c'est ça que... oui, non, je trouve ça... Oui, en même temps, c'était très bien pour lui, parce que ça lui permettait d'avoir... Ce qu'il aimait bien faire, c'est avoir 3 ou 4 projets à la fois. Donc il aimait bien avoir 3 ou 4 projets à la fois. Donc un jour par semaine, il pouvait très bien travailler avec Gruaud, un autre jour avec Jean-Louis Richard, un 3e jour avec Bernard Revon et avec moi. Puis après, nous, on travaillait chacun de notre côté, un tout petit peu. Enfin, en 4-5 jours, on amenait un peu comme ça. Et puis après, on le retrouvait, on faisait le point, puis après, il faisait le point avec Jean-Louis Richard, ou avec... Jean-Louis Richard, je crois qu'il y avait plus par période comme ça, danse et tout. Alors Jean-Louis Richard, c'est plutôt le côté théâtre, puisque Jean-Louis Richard avait été un très bon, très grand comédien. Il avait même travaillé, je crois, un peu à la fin avec Louis Jouvet. Il avait été marié avec Jeanne Moreau, donc il était, c'est ça, c'est un homme de théâtre avant tout. Et donc c'est ça. Alors donc donc chacun en avait notre. En fait, c'était sous forme Gruaud, non, parce que Gruaud, lui, c'était vraiment, il a beaucoup de culture. Gruaud, il a vraiment amené, enfin je veux dire, il a amené ses connaissances de la littérature et tout ça, et donc en profondeur. C'est vrai qu'il était Henry J. Il connaissait notamment une grande spécialité de
James, et je comprends très bien pourquoi c'est intéressant de savoir pourquoi Truffaut était tellement fasciné par Henry James. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, nous, on était, parce que peut-être que c'était, il savait, on était... C'est une sorte de complicité aussi, je le connaissais depuis les années 50, enfin depuis le début des années 50, et donc il savait que j'essayais, ou c'était aussi un peu comme ça qu'il m'avait formé, entre guillemets. Enfin, comme j'avais connu bien avant sa période où il l'avait créé, donc quand il débutait, même tout juste, le moment où il écrivait. Donc il savait quand même, quand il essayait un scénario, enfin, ce qui l'intéressait dans un truc à écrire, c'était justement partir d'un détail vrai et un peu rare, quoi. Bon, ça, il savait que je le savais, ou parce qu'il me l'avait expliqué, ou parce que par instinct, je ne saurais jamais si c'était par instinct que j'étais comme ça, et que grâce à ça, il y a une complicité entre nous. C'est parce que très vite, que j'ai été subjugué par Truffaut, et donc je me suis dit, mais oui, il a raison, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Il n'y a pas 36 manières de fonctionner, quoi. Je veux dire, même si après, Gruau amène une chose littéraire, mais de toute façon, par rapport à la chose littéraire, lui, il la vampirise, et puis et il la concrétise, quoi. Je veux dire, ça, c'était un truc incroyable, quoi. C'est un truc qui fait toujours de l'effet 20 ans après. Enfin, c'est des comment... on voit beaucoup de gens qui s'enlisent un peu, de très bons réalisateurs qui adorent Truffaut, qui s'enlisent un peu parce que justement, ils se laissent aller au côté un peu intellectuel. Alors ça, je pense que Truffaut l'avait beaucoup acquis de Rossellini. Il n'y a pas moins intellectuel que les films de Rossellini. C'est vrai qu'ils sont concrets, quoi. Ils peuvent déboucher sur des réflexions, sur des trucs métaphysiques ou j'en sais rien. Mais peu importe. Mais je veux dire, Allemagne à zéro, c'est un film complètement concret. Même Stromboli, c'est un film complètement. Alors après, bon, il y a le Golgotha, il y a tout ce qu'on veut, mais enfin, de toute façon, il y a des choses comme ça. Donc je pense que voilà. Donc c'est vrai qu'il savait que je savais. Donc pour ce genre de choses, mais sans doute que pour faire décoller comme ça, pour faire La Chambre verte, par exemple, moi j'aurais pas pu, quoi. Je suis admiratif, mais je pense que j'aurais pas pu faire décoller La Chambre verte, parce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Et, mais c'est dur, quoi. Non, je veux dire, c'est dur. Sans compter les scénarios, c'est qu'il a fait presque à la longue, sur lequel pas mal des gens travaillaient, puis après il a jeté un dernier jet. Ou comme Fahrenheit, c'est là où effectivement je suis vraiment inconsolable de ne pas avoir, enfin je veux dire, de ne pas avoir revu, de ne pas avoir discuté avec Suzanne Schiffman à la fin de sa vie, parce que justement, savoir comment, Fahrenheit, je l'ai revu récemment, c'est un film magnifique. Et c'est vrai que je sais que beaucoup de gens ont travaillé dessus, et comme ça, mais je voudrais savoir comment à un moment donné, il a fait son journal. Il a un peu raconté, mais c'est assez intéressant de voir comment il fonctionnait, quoi. Et c'était important pour François Truffaut d'alterner justement des livres, des films, des adaptations fidèles quelque part. Vous savez, enfin, si je pense à moi égoïstement, vous savez, il y a une phrase qui est très drôle de Hitchcock. Hitchcock, il racontait que quand il avait fait 2 films ou 3 films qui n'avaient pas marché, il faisait donc un film à suspense, et il appelait ça Run, il appelle ça dans le livre que Hitchcock a fait, enfin Truffaut Hitchcock, là, Run for cover, courir après l'abri, quoi, Run for cover. Donc quelque part, les Douanel, ça a été un peu les Run for cover, ils savaient que ça marchait bien, et donc à un moment donné, donc, il y avait, il savait qu'il y avait une veine chez lui qui marchait bien, qui était le film un peu comme ça, la comédie, ou comme il m'avait dit un jour, après, une fois qu'on avait terminé le scénario, enfin le scénario, on l'avait fini, une des étapes de Baiser volé, parce qu'après il a revu des trucs, mais et il m'a dit, il a regardé, il était assez content, puis il a dit, je pense que ça devrait marcher, car les films qui marchent, ce sont les films qui disent, la vie est une tartine de merde, mais elle mérite d'être vécue. C'est bien sûr, il y a aussi allusion au film de Capra et des choses comme ça. Bon. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette analyse. Et j'y ai beaucoup pensé après quand les comédies qu'on fait pour la télé, où effectivement il vaut mieux qu'il y ait un petit coin de ciel bleu à la fin. Et je veux dire, la vie est une tartine de merde, mais elle mérite d'être vécue. Et ça, cette veine-là, y compris Vivant Dimanche, qui est finalement une sorte de comédie policière un peu comme ça, c'est
comme ça, donc il savait que ça fonctionnait. Il créait une complicité, disons que c'est en inspiration de Lubitchienne, quoi. Je veux dire, là, c'était vraiment tout ce qu'il devait à Lubitsch, et la manière de raconter une histoire avec un humour comme ça, dur, féroce. Et ça, effectivement, alors pour ça, alors il alternait, je pense, à la fois il y avait le fait qu'il avait formé des équipes et qu'il était content de les retrouver, ça c'est vrai, donc il les retrouvait et tout, et puis, par exemple, mais après il en aurait sans doute pris d'autres. Quand je commençais à retravailler avec lui juste avant sa mort, sur La Petite Voleuse, il y avait plusieurs projets. Donc il y avait plusieurs projets. Bon, alors il a vu, peut-être qu'on était en train de dépioter. Alors il y avait La Petite Voleuse, on était arrivé à 60-70 pages. Pour Truffaut, c'était pratiquement, et on pouvait commencer une préparation, j'ai recherché les comédiens. Avec ça, peut-être qu'on aurait changé des trucs, ou sans doute qu'il aurait réécrit les dialogues comme ça, comme il faisait, en fonction de la comédienne qui aurait été choisie. Et tout ça, donc il y avait ça. Et puis il y en avait un autre projet qui était Nez de Cuir. Peut-être que quelqu'un serait revenu, parce que bon, on était en train de dépioter Nez de Cuir. Peut-être qu'au dernier moment, peut-être après, c'est Gruot qui serait venu, j'en sais rien. C'était plutôt... Et puis, on avait un autre projet qui était l'histoire un peu finalement, de l'homme qui aimait les femmes. C'était l'histoire d'une sorte de Landru qui était parfumeur à Grasse. Et donc, c'était une manière de revenir sur le principe de l'homme qui aimait les femmes. Et là, il les aiguillait, quoi, à mon avis. Je pense que c'était... Et donc, là aussi, j'avais un oncle qui avait été parfumeur à Grasse. Et donc, j'amenais des trucs. Et puis, l'idée, c'était à Mansiskine, hein, l'idée du parfum et des femmes, et même du meurtre. Bon, ça aurait fait un malheur, ça aurait été magnifique, quoi. Et c'était Guy Marchand, il voulait Guy Marchand pour faire comme ça, mais c'était pas... Et puis il y en avait encore un cas. Alors je sais pas, mais enfin il était reparti pour une tranche de 4, parce qu'après Vivant Dimanche, il n'avait plus rien. S'il voulait faire une Colgare avec il voulait faire un homme politique avec une Colgare. J'ai repensé après, parce que récemment, avec l'histoire de Dominique Ambiel, je dis tiens, voilà, c'est encore plus fort. Avec une Colgare. Et puis voilà, enfin, c'est des trucs. Bon, je pense que c'était. Oui, c'est ça, c'est un peu. C'était confortable. C'est pour lui, c'est que. Et puis je dis, comme ça marchait beaucoup sur la complicité, ça lui permettait, il avait du mal, je pense, que c'était ouvert, enfin, François avait été très fermé, à l'époque, il avait tous ses problèmes à son adolescence, avec ses parents et tout ça, bon, enfin, ça, la Schneider en parlera. Puis c'était un peu, après, puis service militaire, hein, dur, bon. Et après, c'était un peu ouvert, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, c'était un peu ouvert, comme ça, quand il a commencé à écrire ses articles et tout ça, il s'est un peu ouvert. Et puis à un moment donné, c'est pas qu'il s'est refermé, mais enfin, bon, il avait 30 ans, et tout ça, donc il était plus... donc, je pense qu'il arrivait à avoir de nouveaux amis, mais enfin, peut-être, je sais pas, il avait plus de mal, ou peut-être que parce que pour lui, les amis, c'était lié à l'adolescence, je sais pas, donc il y avait ce côté-là, enfin, on ne peut pas savoir comment ça a évolué, hein, il y a peut-être... oui. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que même dans les films de François Truffaut, qui ne sont pas adaptés de livres, donc des scénarios originaux, bon déjà, il y a, comme vous disiez tout à l'heure, une forme romanesque très forte, et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a bien souvent, on revient au livre ou à l'écrivain. Par exemple, L'homme qui aimait les femmes, il écrit un livre. Antoine Doinel lui-même, à la fin, enfin, dans L'amour. Bon, oui, vous avez raison. Il devient écrivain. C'est étonnant de voir ça. Oui, c'est aussi parce que, si vous voulez, bon, il y a ce petit, il faut quand même, c'est ça, il y a cette précaution qui est que Truffaut n'a jamais voulu montrer un réalisateur en train d'écrire. Donc il transposait. Effectivement, dans La peau douce, on peut penser que c'est un réalisateur qui va présenter les films dans un ciné-club. Bon. Mais en vérité, il s'était inspiré de Guillemin, d'Henri Guillemin, qui faisait ses tournées de conférences, qui est un type qui présentait ses bouquins historiques. Il y avait beaucoup d'admiration pour Guillemin, comme ça, qui parlait, qui vendait ses films. Et j'ai revu les émissions des Guillemin faites par la télévision suisse, qui sont formidables. Et donc c'est vrai, donc alors il était inspiré de Guillemin, en même temps il était un peu inspiré, puis ça lui permettait de décaler un peu par rapport... et comme par hasard, je dirais, chaque fois qu'il décalait, c'est par rapport à la littérature, c'est pas par rapport à... Je vais écrire un scénario, c'était... Alors, il y avait un principe de précaution, ça fait toujours un peu cucu. La praline de dire je vais écrire un scénario là-dessus. On se dit, oh non, surtout pas. Le public en a dit, non, surtout pas. Enfin, et puis, il y a effectivement le grand respect. Et puis, parce que ça se faisait, hein, je crois qu'à l'époque, même encore maintenant, il y a je sais pas quoi, on disait, il y a un Français sur 500 qui écrit son journal, intime, ou j'en sais rien. Enfin bon. Mais à l'époque, mon père, par exemple, qui a jamais vécu de sa plume, il écrivait tous les jours des trucs comme ça. Mon père était un petit bourgeois, c'était pas un grand.
Alors, bon, quand il écrivait, il se défonçait, il se prenait pour un écrivain, et après, personne ne le lisait. Enfin, moi, un petit peu, mais comme ça. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on vivait un peu en symbiose avec la littérature, et c'est ça, les gens qui étaient tous... on voit ça d'ailleurs, au moment de la Résistance, tout ça, René Hardy, enfin tous les trucs comme ça, c'était des gens qui c'est peut-être les énarques. On n'écrit plus. Avant, les gens voulaient faire normal. Enfin, ils avaient une sorte de rêve, c'est de faire normal supérieur, je sais pas quoi. Enfin, bah. Donc, voilà, effectivement, Truffaut, à un moment donné, c'était pour prendre de la distance. Chaque fois qu'il voulait énoncer comme il voulait pas non plus que les gens parlent comme des livres, enfin des gens. Et les gens du commun parlent comme des livres. Donc à partir du moment où il voulait, mais en même temps il ne voulait pas se priver d'avoir ce recul, donc à ce moment-là, c'est quelqu'un qui parle comme un livre. Pourquoi? Parce que justement, il est en train de devenir un livre, quelque part. C'était ça son idée. Donc à ce moment-là, le personnage peut se permettre d'avoir des idées générales. Mais sans ça, c'est vrai que dans les dialogues de Truffaut, il y a très peu on ne parle pas par idée générale, quoi. On parle comme ça, donc c'est vrai. Non, il entretient des relations comme ça avec la littérature. Il lisait beaucoup, vous savez que à l'époque, il y avait encore, c'est marrant, c'est quand je vois, il n'y en a plus beaucoup maintenant, des livres, comment dit-on, brochés, il avait des livres avec les feuilles coupes. Et donc, parce qu'il trouvait que c'était embêtant, que de couper les pages, ça brisait le rythme de la lecture. Alors on doit voir Jean-Pierre Léaud dans les films et tout ça, donc effectivement, quand il achetait un livre comme ça, dont il fallait couper les pages, alors il les coupait avant. Donc c'était marrant, parce qu'à la limite, par exemple, le soir, je ne sais pas pourquoi je dînais avec lui, il avait un ou deux bouquins, et tout en parlant, il coupait les pages. Et à la limite, quand il avait fini de couper les pages, je savais que c'était peut-être le moment où il avait plutôt envie de lire le bouquin, et donc là, je partais. C'était pas toujours 50 comme ça, mais il y avait le côté comme ça qui coupait. Il avait un beau coup de papier, il coupait ça très professionnellement, pour pouvoir après les lire sans... Il aimait aussi les beaux livres, des choses comme ça, quoi. Et puis... très intéressant de voir dans les livres qu'il aimait, quoi, de se passer au ralenti les séquences des livres de Fahrenheit qui brûlent, et donc c'est très bien, parce qu'il y a des polars, il y a... Tous les livres naissent libres et égaux en droit, quoi. Il y a ça aussi qui est très bien chez Truffaut. Le fait qu'il est autodidacte, comme André Bazin avait dit, tous les films naissent libres et égaux en droit, c'est assez surprenant de voir les bouquins qui sont brûlés, donc auxquels Truffaut rend hommage dans Fahrenheit, quoi, puisqu'il y a des... Et puis les éditions, mais c'est vrai que les bouquinistes avaient des belles éditions, quand on se promenait sur les quais de la Seine et en même temps on regardait les bouquins. Ouais. On était, ouais. Dans Fahrenheit, justement, il y a cette idée où les gens deviennent des livres aussi, puisqu'à la fin, oui. C'est comme ça qu'il c'est pour ça qu'il a fait le film. Oui. C'est pour ça qu'il a fait le film, parce que c'est une idée magique, c'est une idée magnifique. C'est vrai que c'est une idée, épatante. Des types des gens qui ont appris par cœur. C'est arrivé d'ailleurs, je crois, quand il y a des trucs de censure, des choses comme ça, ou des livres. Je sais que, par exemple, dans le Canada français, je sais qu'il y avait des gens. Parce qu'après le traité de Paris, donc, les Français ont laissé les Canadiens français à leur pauvre sort, et donc les Anglais ont repris tout le Canada, et après que le Canada français redevenu Canada français, mais 2 siècles plus tard, et donc bien sûr, comme ils voulaient angliciser tout, il n'y avait plus de droit à la grammaire. Je crois qu'il y a des Canadiens français qui m'ont raconté qu'ils avaient appris les grammaires par cœur. Et c'est autour des curés, d'ailleurs. Ça se passait autour des curés catholiques, quoi, des trucs comme ça, d'apprendre des grammaires par cœur, ou d'en garder une. C'est un peu comme le pompier, d'en garder une en cachette. Parce que les livres français devaient être détruits, quoi.
Ah oui, parce qu'on voulait absolument abolir la culture. C'est pour ça que les Canadiens, ça c'est un petit détail, c'est pour ça que les Canadiens ont fabriqué des mots, parce qu'ils n'avaient pas le char qui est devenu une voiture, ben c'est parce qu'il y avait des progrès scientifiques, mais eux, ils étaient coupés de la France, donc ils ne savaient pas comment ça évoluait, ou de toute façon, les gens profondément dans le pays qui parlaient à l'oreille utilisaient le même mot, puisqu'il fallait bien, ou alors ils francisaient les mots américains, anglais, pour pas... anglais, oui. Comme ça, enfin, donc c'est pas une idée complètement qui est projetée comme ça de nulle part, mais enfin, mais ce qui est très beau dans Fahrenheit, en même temps, il y tenait beaucoup, et je me souviens, il me l'avait raconté, j'ai trouvé ça bien, c'était que cette dernière séquence, il voyait que c'était pas qu'elle pouvait être pompier, mais enfin, disons qu'elle pouvait être pompeuse, quoi, et qu'il a mis de l'humour, il était tout content des traits d'humour qu'il a mis dedans, donc en vérité, il y en a un qui est le premier tome, l'autre qui est le tome 2, il y a celui qui est en guenille, mais qui dit, il faut pas juger les livres sur la couverture, il y en a un qui est orgueil et l'autre qui est préjudice, enfin bon, il met de l'humour là-dedans parce que il a bien compris que sans ça, ça pourrait être un peu trop pas gnangnan, mais un peu trop solennel. Et donc, et puis en plus il y a la neige qui tombe. Enfin bon, c'est un truc. Et puis c'est comme des résistants, quoi, dans le maquis et tout ça. Donc c'est très à la fois, c'est ça. C'est une idée qui est littéraire, mais en même temps, elle est très très réaliste, quoi. C'est un film qui d'ailleurs, qui vaut le coup, même sur la télé et tout. C'est un film qui mérite d'être enfin, qui marche bien, quoi. Et vous parliez tout à l'heure du grand respect aussi que François Truffaut avait pour l'écriture, pour la littérature et pour les écrivains. Et ça me fait penser à une émission que j'ai vue de Michel Pollack, où Michel Pollack interviewe François Truffaut, et c'était à l'époque de la sortie du livre Les aventures d'Antoine Doinel. Et il lui dit à un moment donné, alors François Truffaut, écrivain, et là François Truffaut tout de suite dit, ah non, surtout pas, non, je suis pas écrivain, c'est un scénario, c'est pas un livre. On a l'impression que pour lui, écrivain, c'est comme un Graal, quoi, c'est un truc avec lequel on blague pas, quoi. Oui, absolument. Alors, il aurait peut-être eu, c'est pour ça qu'on ne sait pas, il aurait sans doute, je pense pas, oui. Comment il aurait écrit? Est-ce qu'il aurait écrit un peu comme Dos Passos? Je ne sais pas comment... Enfin, s'il avait vraiment écrit des vrais romans, c'était des scénarios. Donc les gens s'exprimaient par la parole, quoi, dans les films qu'il faisait. Comment il aurait fait, ou est-ce qu'il aurait dit c'est pas possible, comme Paul Valéry, d'écrire La Marquise, je sais pas quoi, sortie à 5 heures, enfin, voilà. Peut-être que ça l'aurait... Puisque ça se montre au cinéma, et peut-être que ça se montre par l'image, ça l'aurait peut-être enquiquiné, je ne sais pas quoi, ou ça l'aurait peut-être... il aurait eu du mal, à mon avis, à vaincre ça. Bon, mais, oui, sans ça, donc on ne peut pas extrapoler complètement, encore que, moi je trouve que la langue, on le voit bien dans ses lettres, elle est magnifique, cette langue, parce qu'elle est à la fois, justement, elle est à la fois écrite, assez bien écrite, et parlée. Donc c'est le côté parlé qui lui donne un peu les punchy, son truc, donc il fait exprès d'ailleurs d'utiliser des formules un peu comme ça, un peu voyou, enfin un peu comme ça, pour donner du punch à l'écriture. Donc je pense que il aurait sans doute, enfin c'est ça, ça aurait été plus descriptif que rentrer dans les bonnes formules. Et ce qui n'empêche que lui, quand il lisait, bon, il a l'oreille Proust, donc bon, c'est pas... Mais je pense pas qu'il aurait... Puis il avait trop de respect pour le professionnalisme. En vérité, comme lui, c'était un super professionnel du cinéma, et que pour la littérature, je pense qu'il faut avoir commencé à écrire à 11 ans, comme lui il a commencé aussi à 11 ans, pour devenir un très très bon écrivain, je crois. Chaque fois qu'on voit des histoires, des biographies d'écrivains, ils ont commencé à 11 ans, 12 ans, à écrire et tout ça, puis même à publier des choses. Pour publier des choses, au moins qu'il y a des trucs à 14 ans et tout ça. Donc je pense que c'est un truc qui est... Alors je sais pas. Enfin, ça, il n'empêche que... Mais il y a... oui, alors il se trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des formules littéraires dans ces films. Ils s'entourent de précautions pour le faire, mais il n'empêche qu'évidemment, dans L'homme qui rêvait, la voix off de L'homme qui aimait les femmes est très belle, quoi. Il y a des belles réflexions, quoi. Ça décolle vraiment. Et puis
Et puis aussi dans La femme d'à côté, quoi. Je veux dire, les voix off, ça c'est des voix off de lui, ce ne sont pas des voix off de romancier. Et c'est des voix off. Et ben, c'était drôle parce que il ne s'est jamais référé complètement. Enfin, il adorait les films de Bergman. Il en a parlé dans ses critiques, mais c'est vrai que plus tard, il en a moins parlé. Il parlait de Lubitsch ou de Hitchcock, mais comme ça. Mais il n'empêche que Bergman, c'était quand même... oui, c'est ça, c'était quand même... Et c'est vrai que c'était mon impression quand j'ai vu L'homme qui aimait les femmes, et puis après La femme d'à côté, je me suis dit, j'étais heureux parce que je me suis dit, beau comme du Bergman. Je veux dire, c'était d'une formidable écriture, quoi. C'était très très bien écrit. Et quelle importance a eu dans la vie de Truffaut les livres qu'il a fait, les entretiens, les livres. Enfin, je pense notamment aux livres qui lui a pris beaucoup de son temps, Truffaut Hitchcock. Quelle était l'importance de ce livre-là, en l'occurrence, dans la vie de François Truffaut ? Alors là, c'est presque un manuel de cinéma. Quoi. Je veux dire, c'est vrai que le Truffaut Hitchcock, il l'avait dit d'ailleurs, c'est presque comme un traité de géographie, enfin comme un bouquin de géographie. Il le concevait pas comme un livre personnel, quoi. Il le concevait comme un manuel. Il disait, c'est un livre que maintenant, ça y est, c'est arrivé d'ailleurs, que tout cinéaste devrait avoir sur sa table de chevet. C'est un truc c'est un mode d'emploi, parce qu'il considérait qu'Hitchcock avait résolu pratiquement presque tous les problèmes qui se posaient à un cinéaste, quel qu'il soit d'ailleurs. Et donc, en essayant, parce que quand il a fait le bouquin, il connaissait par cœur les réponses, si on peut dire, les réponses de Hitchcock. C'est intéressant parce que j'ai écouté, là, c'était France Culture, il y a quelques années, ils ont réussi à nettoyer les bandes, parce que les bandes étaient dans un état lamentable, quoi. Et de Hitchcock et de Truffaut, et puis d'Ellen Scott, qui les traduisait au milieu, ils les ont passés. Et c'est intéressant, parce que de temps en temps, quand même, Hitchcock arrive à surprendre Truffaut, et on entend la voix de Truffaut, qui dit « Ah bon, très bien, il est un peu... » Mais enfin, disons qu'ils avaient fait, donc c'était là, il le faisait, c'était le côté presque, oui c'est ça, enfin je veux dire, pédagogue. C'était... Il y avait un côté pédagogue chez lui, donc il le faisait pour pas qu'il y ait... oui, ou pas, parce qu'il voulait rendre... Il faut dire, c'est vrai que quand on voit ses lettres au début, quand il a voulu réussir, enfin quand il a commencé à réussir, il voulait que tout le monde réussisse, hein, je veux dire, toute sa bande, enfin tous les gens autour de lui, qu'il n'y ait pas de gaspillage. Il voulait que Chabrol réussisse, que Rivès réussisse, que Romer, bien entendu, réussisse. Il voulait aussi que je réussisse, il était ambitieux pour tout le monde, quoi. Et donc la meilleure manière de réussir, ou que des jeunes qui l'écoutent réussissent, c'était d'écrire des manuels pour... et notamment ne pas s'enquiquiner, et c'est pour ça peut-être que je regrette presque le plus de sa mort précoce, c'est-à-dire qu'en dehors des choses qu'on a perdues, quoi, de ses films et puis de ses bouquins, mais en même temps il savait très bien remettre les pendules à l'heure. Je pense que les jeunes réalisateurs il aurait dit bien. Ça, j'en vois quand même un certain nombre se fourvoyer. Ils s'imaginent quand on leur dit que c'est parce que j'en sais rien, parce qu'on est jaloux, qu'on est aigri, que je ne sais rien du tout. Et ça tient, quelquefois, ils se fourvoient sur des tout petits détails, qui fait qu'ils sont en train de se planter, enfin, ils se plantent, ils ont l'air de se planter, et qu'ils sont souvent, dans le cinéma français, ils sont souvent un peu dans une impasse, et j'espère, je pense que Truffaut aurait pu faire peaufiner ou continuer des ouvrages qui font que, et justement, plus que de délivrer comme ça un sort de message, c'était formidable de passer par Hitchcock. Je veux dire, à partir du moment où, en vérité, il prenait Hitchcock, il lui faisait expliquer ce qui était la réalité de son cinéma à lui, mais aussi en même temps une des choses incontournables. C'est une des choses incontournables, mais et notamment une des choses, moi j'ai beaucoup vu... Et c'est curieux, parce que quand on veut quand même faire ce métier, il faut bien se résigner à être un manipulateur. Bon. Et j'ai vu beaucoup de choses, et surtout alors des gens quand ils travaillent pour la télé. Et c'est vrai qu'à la télé, j'ai rencontré des tas de gens qui étaient ils avaient peur de salir les mains en manipulant les histoires, quoi. Vous voyez, et bon, et justement, une des leçons de Hitchcock, c'est que vive la manipulation, que l'art, c'est de l'artifice, enfin, c'est des trucs... donc, ouais, et je pense que la manière dont... c'était un peu la suite de ce qu'il avait fait dans les cahiers du cinéma avec Rivette quand il interviewait les grands réalisateurs.
Et je pense que par la suite, après, ça a eu beaucoup d'influence sur la manière dont les gens ont écrit, même par exemple, moi j'aime beaucoup la biographie de Howard Hawks, où le type écrit beaucoup, il parle beaucoup de la manière dont les scénarios, Hawks travaille avec ses scénaristes et tout. Je pense que ça a beaucoup influencé les jeunes générations de biographes, enfin disons de biographes, ou d'analystes de films et tout, parce qu'on ne pouvait pas... c'est vrai que Truffaut, quelque part, leur faisait honte, dans la mesure où Truffaut avait vu tous les films de Hitchcock au moins 15 fois, et c'était à l'époque où il n'y avait pas de cassette, hein, donc il n'y avait pas de... Il allait, avant d'aller voir les interviews de Hitchcock, il est reparti. Quelquefois, c'était plus facile d'aller à Bruxelles pour voir des copies, parce que le problème de Langlois, c'est qu'il était le dragon qui veille sur nos merveilles, là, comme ça. Et donc, il allait faisait un voyage à Bruxelles pour aller voir les copies de films de Hitchcock qu'il ne connaît pas bien, ou de Lubitsch aussi, donc peut-être, je pense qu'il aurait écrit sur Lubitsch, mais enfin, il avait écrit comme critique, mais voilà, c'est ça, c'était le côté qui... Pas de gaspillage, voilà, c'est ça, c'était... oui, c'était pas fait comme moi, en vérité, c'était pas fait comme moi, les leçons de cinéma de Truffaut, c'était plutôt... Il n'y a pas de 36 manières. Après, vous amenez votre originalité, mais il y a un fond commun, il y a une base. Puis après vous devenez Stanley Kubrick, ou vous venez comme ça, je sais pas quoi, mais il faut d'abord... comment transposer la réalité en du matériel de fiction. Ça c'est aussi un peu... donc pour ça aussi le faux coupable l'intéressait, parce que justement c'est un fait divers, et comment on le transforme en truc de fiction. Alors c'est pas le meilleur de Hitchcock, mais disons que c'est les trucs... Et ça, je crois que c'est ce côté qu'il voulait pas, et ça, je pense que c'est le côté aussi de sa propre... Il avait fait des efforts pour se former lui-même, pour essayer de trouver des codes, puisqu'il était autodidacte, et il a eu la chance qu'on ne lui impose pas des codes. Il faut dire qu'à l'époque, sur le cinéma, on ne nous en imposait pas beaucoup, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc il fallait qu'on les découvre nous-mêmes. Enfin, en littérature, par contre, il y avait quand même des tas de manières, enfin, je veux dire, des tas de dictates, quoi. C'est étonnant d'ailleurs pour quelqu'un qui finalement n'a pas été beaucoup à l'école, François Truffaut. C'est étonnant qu'il soit devenu autant pédagogue. Ça se ressent dans ses films d'ailleurs. Je pense notamment à L'Enfant sauvage, où il a tenu d'ailleurs lui-même à jouer le rôle du docteur qui apprend, qui éduque. Oui, exactement. Il avait un côté très explicatif, démonstratif. Oui, non, oui, mais je trouve que c'est lié, c'est lié au fait que, en plus, c'est ça, c'était lié, et c'est ça, au fait qu'il soit effectivement autodidacte, et en même temps qu'il ait eu une adolescence difficile. En même temps, il a eu les deux. Il aurait peut-être été moins difficile si effectivement tes parents lui avaient dit tu vas au lycée, peut-être qu'il aurait jamais. Ce que je lui ai dit, tu n'aurais peut-être jamais rien fait. Tu serais peut-être allé au lycée, tu n'étais pas à la coulée douce, mais tu aurais appris Montaigne comme tout le monde et tout ça. Et puis je sais pas quoi, les questions de cours, les tiroirs qu'on ouvre au moment des examens, et peut-être que le bachotage, quoi. Bon. Et comme ça. Et c'est vrai que L'Enfant sauvage, pour ça, c'est absolument complètement typique et qu'il n'a pas voulu, bien sûr, qu'il n'a pas voulu donner le rôle à un autre. Il voulait que ça soit lui en face du gosse. C'était pas du tout qu'il était Mathieu, c'est parce qu'il voulait pas, il voulait diriger, mesmériser à la fois le gosse. Et c'est vrai que c'était aussi une leçon à la fois. Oui, c'est plus fort qu'une leçon de cinéma. Là, c'est presque une leçon. Vous savez qu'il a un tout petit peu triché, puisque Itard, lui, ne le savait pas quand il a écrit son mémoire, là, c'était en 1810, je crois, c'est ça. Mais on le savait depuis, c'est qu'un enfant sauvage de cet âge-là n'est pas récupérable. Quand on le prend sauvage trop tard, on ne peut plus. Le cerveau est trop bon. Il est bloqué. Donc il donne un petit espoir et tout ça. Mais enfin, peu importe. Et puis le livre était écrit comme ça. Il était formidable et tout ça. Et oui, mais c'est typique. Moi, je trouve c'est typique de lui. Et c'est ce qui crée, à mon avis, ça m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire qu'il y en a, vous en connaissez, en dehors de vous, des vrais, disons des supporters, mais il y a des gens qui sont des fétichistes de Truffaut.
J'en ai rencontré, il y en a un qui est un Catalan, qui est incroyable, je l'avais rencontré, qui va aller dîner dans des restaurants où dans lesquels on a tourné La Sirène du Mississippi. Enfin, il va sur les lieux mêmes de l'action et tout ça. Il est comme ça. Et j'en ai rencontré aussi à Naples, des Italiens. Et on coupe une seconde, pardon, excusez-moi, je pourrais décrocher après. Ah, voilà. Et oui, c'est ça. Donc, il y a des gens comme ça, enfin, en dehors le fait qu'il a très bien, enfin, ces 20 dernières années, ça a été, il a acquis de nouveaux supporters et les jeunes générations comme vous qui s'identifient, pour lesquels il est un cinéaste de référence. Et je veux dire, mais c'est sans dire qu'il est suscité aussi, et dans tous les pays du monde, il est suscité les sortes, c'est presque des groupies, quoi. Il a un phénomène de groupie, mais c'est pas des groupies, enfin je veux dire, c'est ça, un groupie alors qu'il est mort, que c'est par ses films, quoi, qu'il est. Et je pense c'est parce comme il a approfondi assez fort certaines choses, alors bien sûr, sur les problèmes de l'adolescence, de nos jours, il y a des gens qui, les 400 coups, j'ai rencontré, ou en Italie ou ailleurs, des gens, bon, parce que à 13 ans et demi, ils ont eu des problèmes, et qu'ils trouvent que Truffaut a très bien parlé, enfin que Douanel, c'est vraiment la quintessence un peu de leur truc. Et puis il y en a d'autres, il y a d'autres choses, donc sur les têtes de l'art qui ont du mal à apprendre, l'enfant sauvage. Il y a même, j'ai remarqué, par exemple, en Italie, il y avait un homme d'affaires, je le trouvais assez comme ça, assez bien installé dans la vie, et tout ça, et je me dis, tiens, celui-là, c'est peut-être la peau douce. Il a peut-être de l'expérience, ou de l'adultère, ou je sais pas quoi, c'est peut-être lui, son accroche. Parce qu'à un moment donné, il m'a parlé de la peau douce, et je lui dis, tiens, lui, c'est comme ça, il a dû dire, ça doit être celui-là qui en a le mieux parlé, c'est lui qui en a le mieux parlé. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'il voulait d'ailleurs. Finalement, c'est ce qu'il cherchait à faire. Alors, on en revient aussi à la littérature. Et qu'est-ce qu'il cherchait à faire? C'est effectivement taper dans la réalité, de trouver les faits divers un peu exceptionnels, ou tout au moins assez représentatifs, mais en même temps, ou même dans sa propre vie, donc des choses qui étaient vécues, donc, dont il savait qu'il y avait une certaine sensibilité dans ces choses-là. Et en même temps, c'est pas parce que d'autres l'avaient vécu ou que lui l'avait vécu que c'était incontournable. Et donc il faisait, par exemple, dans ce qu'il a très bien fait dans les 400 coups, c'est que les 400 coups, bien sûr, en partie, c'est autobiographique, mais en même temps, il confrontait toute cette expérience en lisant, ou avec Marcel Moussy, qui était son scénariste, et qui confrontait ses problèmes, lui, d'adolescence, avec des récits sur l'adolescence. Ce qu'on a aussi fait Jean-Pierre un tout petit peu plus vieux, ce qu'on a un peu fait dans Baiser volé, avec Bernard Revon, on a lu des bouquins sur l'adolescence, les mémoires des écrivains, d'Anatole France, et tout, et on a pu, comme ça, corroborer. Et soit on rajoutait des choses, mais souvent aussi, on ne gardait que dans des choses qu'on avait plus ou moins vécues, que des choses justement, que d'autres avaient vécues aussi pour que ça devienne exemplaire. Vous voyez, c'est ça l'idée de ne pas être narcissique. Comment se renfermer à soi sans être narcissiste, quoi, voilà. Et donc c'est vrai que c'était bon, que ça soit la femme d'à côté ou des choses comme ça. Bien sûr, il en réfère à lui, ou la peau douce, il en réfère à lui. Mais en même temps, c'est pas du tout complaisant, quoi. Même d'ailleurs, la peau douce est si peu complaisant avec les mecs que c'était insupportable. C'était un bit terrible parce que effectivement, notamment pour les mecs, c'est un truc assez insupportable. Donc c'est ça, je pense aussi, c'est pour ça qu'il voulait s'exprimer tellement. C'est un des auteurs qui s'est le mieux exprimé sur ce qu'il a écrit. Hein, parce qu'il voulait montrer qu'il y avait quelque part, c'est comme un chef cuisinier qui donne tout le temps ses recettes de cuisine, quoi. Je veux dire, il disait, mais vous pouvez, vous aussi, devenir un grand chef cuisinier. C'est ça qui l'intéressait, c'était pas du tout d'être le premier, comme ça, il voulait que ses films marchent bien, mais il aimait tellement le cinéma qu'il disait, mais voilà, tout le monde peut... Puis la meilleure manière d'en faire, qu'il n'y ait pas trop de dégâts, qu'il n'y ait pas trop de... Et on s'aperçoit d'ailleurs quelque part qu'il y a des films qui sont tombés au mauvais moment, mais qu'il y a très peu de déchets dans ces films. Parce que ça correspond à des inquiétudes qu'on peut avoir à un certain moment de sa vie.
Est-ce qu'il aurait pu devenir professeur? Alors je lui ai dit, on lui a proposé, à la fin de sa vie, on lui a proposé d'être professeur au Collège de France. Il m'a raconté, il m'a dit, voilà, on me propose le Collège de France. Et ben, je lui ai dit, ben, pourquoi pas? Et je crois qu'il commençait à être malade déjà à l'époque, peut-être aussi, c'est parce que, bon, mais enfin, au Collège de France. Et alors il me dit, ah non, je ne peux pas, je n'ai pas le bac, il m'a dit. Je lui ai dit, mais au Collège de France, à mon avis, ça n'a aucune importance, c'est sur l'expérience, et pas du tout. Et il m'a dit, non, c'est pour Romer. C'était drôle, il m'a dit, c'est pour Romer. Donc effectivement, puis non, je pense aussi que Collège de France, enfin, il voyait bien qu'il y avait un côté, pas honorifique, mais un côté. Par contre, il l'a fait, à l'époque, ça se faisait moins, je me souviens très bien qu'ils l'ont fait venir à l'IDEC, à l'époque, et je me souviens très bien qu'il avait choisi Notorious de Hitchcock, et il leur avait passé tout le film, je crois en entier, pour que les gosses voient bien le film, enfin les jeunes, et puis après il leur avait passé bobine par bobine, puis il arrêtait à chaque bobine, et puis après il parlait du contenu de chaque bobine. Il expliquait après pourquoi Hitchcock avait fait ça et tout ça. Bon, ça devait être pas mal, quoi. Alors c'est vrai qu'il ne l'a pas fait, peut-être qu'il l'aurait fait un peu plus sur d'autres films, il l'a fait pour ses films à lui, mais les gens quelque part étaient quelquefois assez durs, quoi. Ils étaient tellement sous l'influence de son film qu'ils avaient du mal à le décortiquer après. Ça, il le faisait tout le temps sur ses films à lui, mais quand il l'a fait sur d'autres films, et très très bien, quoi. Donc je pense que ça aussi, c'était quand là, il a quand même fait 20 films en 20 ans, enfin presque, donc il y aurait peut-être une pression moins forte après, et peut-être qu'à ce moment-là, il aurait... Mais enfin, on voit bien dans ses lettres, quand même, il a le temps d'écrire et tout ça, il a le temps de... Et c'est quand même c'est des modes d'emploi très, très importants, quoi. Et il y a quelque chose qui est assez impressionnant aussi quand on se penche sur la carrière de François Truffaut. C'est plus qu'une attirance, c'est vraiment une espèce d'amour pendant toute sa vie pour tout ce qui avait trait au monde de l'enfance. C'est quelque chose qui a toujours été très très important pour lui. Il en a même d'ailleurs fait 1 et 2 films, puisque il y avait L'Enfant sauvage et il y a également surtout L'argent de poche, qui est vraiment magnifique aux enfants. Et à votre avis, où est-ce que cet amour pour l'enfance trouvait sa source chez François Truffaut? Oui, c'est vrai qu'il analyse. Son premier film était déjà pratiquement fait. Vous savez que les... Excusez-moi, il faut juste que je change de casquette. Ouais, très bien. Oui, c'est... Donc, oui, Truffaut et l'enfant. Mais je crois aussi que quand on voit un peu tous ces romanciers du milieu du XXe siècle, ils ont tout Bernanos, tout ça qui dit j'écris pour être fidèle aux yeux de l'enfant que je fus, tout ça. Enfin, ils sont tous, bon, il y a aussi évidemment la guerre de 14-18, mais ils sont tous assez tournés, tous les grands romanciers d'ailleurs, et peut-être que c'est aussi un exercice de mémoire, tout ça, ils sont assez tournés vers leur enfance, quoi. Et donc le projet d'ailleurs, un des premiers projets de Truffaut, c'était En dehors des mistons, qui sont comme par hasard sur l'enfance. Et donc l'idée des 400 coups, c'était les 400 coups, il voulait en faire qu'un sketch. Après, il s'est aperçu qu'il avait du matériel pour faire un film de long métrage. C'était un sketch, et les autres sketchs, c'était des choses qu'il a mises dans l'argent de poche. C'est des sketchs qui étaient écrits. Moi, j'en avais dû travailler sur un des sketchs, donc 15 ans auparavant. Donc, et puis, quand il s'est aperçu qu'il a développé les 400 coups, il avait son premier long métrage, quoi. Et donc c'est ça. Et donc, je me souviens très bien d'ailleurs qu'il regardait. Il m'a dit, il avait gardé quand même ses photos d'école communale. Il regardait ces photos d'école communale et il s'appliquait à raconter la vie des copains qu'il voyait sur la photo. Et donc, tiens, j'ai oublié qu'il y a ceci, il y a sa mère qui faisait cela, son père qui faisait cela. Donc, il y avait ce côté, ça, je veux dire, je pense que il s'est rendu compte très vite que c'était les choses, c'est ça qu'il a mis, si on peut, qu'il le met toujours en communication avec le public à la fois universel, quoi, si on peut dire. C'est effectivement, parce que ça,
C'est quelque chose. Alors, je ne pense pas que c'était un truc, il l'a fait spontanément, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on développe ça chez soi, on est en contact direct avec le monde entier, si on peut dire, parce que l'enfance, qu'on soit de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle classe sociale, c'est toujours la même chose, quoi. Enfin, c'est toujours la même chose, oui. L'empreinte de l'enfant, c'est pratiquement, après, indélébile, ça dit bon. Et puis, et puis aussi, il a très bien compris aussi que les premiers sentiments amoureux, et puis voilà, qu'à partir du moment où on déclinait à la fois, là, comme il disait, la femme et les enfants d'abord. Donc je pense que l'enfance est à la fois, et alors peut-être que ce respect de la littérature a fait il en a été convaincu encore plus, que c'était l'important, c'était l'enfance. Parce que c'est vrai que le cinéma, il adorait, il y a un film qu'il adorait, d'ailleurs c'était drôle, il y avait un film qui s'appelait Amici par la pelle, un film italien qu'il adorait, et c'est très beau parce que c'est un garçon de 15 ans, un peu, pas schizophrène, enfin un peu comme ça, et ses copains, et donc c'est un film italien, ses copains se foutent de sa gueule parce qu'il n'a pas de copine, et à un moment donné, pour essayer de prouver qu'il a une copine, il montre une photo d'une femme, et en vérité c'est la photo de sa mère. Et c'était un film de Franco Rosi, et c'était vraiment drôle parce qu'il faisait un peu de provocation. Et il disait, le grand Rosi, c'est pas Francesco, c'est Franco Rosi. Ce qu'il préférait, les gens qui parlent de ça ou de l'enfance, comme Franco Rosi, que ceux qui justement font des films post-marxistes, pas parce qu'ils sont marxistes, mais c'est de faire des films là-dessus qu'il trouvait moins intéressant. Donc je pense que c'est une rencontre, quoi. Mais justement il le doit lui-même, il s'est analysé assez bien, et il a bien vu les problèmes qu'il avait rencontrés dans son enfance. Et puis en même temps en tout cas les romanciers n'hésitaient pas, eux, à en faire du matériel romanesque. Est-ce que vous pourriez me raconter cette anecdote à propos du livre de Truffaut? Oui, mais c'est lié, c'est vrai que c'était pour ça que je suis très bon. Donc j'ai rencontré Truffaut dans 50-51, il se trouve que par une histoire quand je suis parti en Algérie, je connaissais bien Lucette, qui est devenue ma femme, et puis je suis parti en Algérie, et puis Philippe Oracal a fait rencontrer Lucette comme secrétaire de production, qui travaillait comme secrétaire de production. Et donc il l'a embauché. Après il me dit, j'ai rencontré Lucette. Je lui ai dit, oui, je sais. Elle s'appelait pas encore. Je dis, ouais. Et Lucette est comme ça. Et donc après, il a été c'était normal, il était le témoin de notre mariage, il était le parrain de notre fils, qui à l'époque on l'appelait, donc, il s'appelle Georges, il est scénariste, et il l'appelait donc Jory. Et Truffaut, il a mis 4-5 ans pour écrire le Hitchcock. Il faisait autre chose en même temps. Mais pour écrire son livre sur Hitchcock, et à un moment donné, c'était vraiment drôle parce que donc il dictait, alors qu'il avait déjà repéré, enfin il avait déjà fait toutes les interviews de Hitchcock avec Helen Scott, et puis donc il avait des décryptages du texte, et donc et puis il retravaillait avec Lucette, comme ça, il travaillait donc au film du Carrosse. Et puis, à un moment donné, Lucette devait être enceinte de 7 mois et demi, 8 mois. Et elle a dit, ah ben il ferait quand même maintenant plus difficile de me déplacer, ou je sais pas quoi, et tout ça. Ah mais François, alors qu'il a mis encore 3 ans pour travailler sur le livre. Et il a dit, non, c'est pas possible, il faut que je termine le livre et tout. Mais comme il était bien conscient qu'il fallait quand même pas que Lucette, je sais pas quoi, s'expose trop, donc il est venu travailler. À la maison, on avait un studio près de Montmartre, et en plus c'était son quartier, près de la rue Le Pic. On avait un petit studio de pièces. Alors il venait, moi je bossais, moi je sais pas où j'étais, et puis lui il venait à la maison, et puis il travaillait avec Lucette. Et quand le livre est paru, je vais vous le montrer là pour le filmer, là, quand le livre est paru, il l'a dédié, il nous a envoyé une dédicace à la main, comme ça, et puis il a dit pour Jory, ce livre qu'il a vu naître. Il dictait encore, Lucette devait être enceinte de 8 mois et demi, il dictait encore le truc, et il l'a remis encore beaucoup de temps. Donc c'est ça, mais il était formidable, il faisait des dédicaces épatantes, quoi.
épatante. J'en ai, je ne sais plus quelle est. Il m'a envoyé quand j'étais en Algérie et puis que j'ai perdu mon pactage en changeant de casernement. Et il m'avait envoyé, je crois, je ne sais plus ce que c'était. C'était pas un bouquin sur les 400 coups, je sais pas quoi. C'était un truc. Enfin, il m'envoie quelque chose et la dédicace, c'était donc il savait que en Algérie, qu'il y avait bon, enfin, apparemment, j'étais dans une unité combattante entre guillemets. Et il m'a écrit à Claude, sans oublier qu'un des premiers fusils était le fusil de Marais. Vous savez, c'est la caméra, on a toujours pensé que la caméra, c'était une extension du fusil de Marais, que Marais avait créé ce fusil pour filmer le vol des oiseaux. Alors, donc, c'était le fusil de Marais. Donc, c'était le... Enfin, puis il a continué toute sa vie, l'espièglerie, c'est vrai que ça faisait partie de son espièglerie, notamment l'Almanach Vermont. Vous savez, vous connaissez l'Almanach Vermont, donc ça réapparaît maintenant, l'Almanach Vermont. Alors, il devait en acheter, oh là là, une dizaine, chaque fois, c'est en fin d'année, l'Almanach Vermont. Et puis, il les a envoyés à Godard, à Jean-Luc, pour tes prochains dialogues. J'en ai reçu aussi, pour des prochains dialogues. Un des plus beaux qu'il ait fait, comme ça, parce que quand il arrivait aussi dans une petite ville où il passait en voiture, il regardait les cartes postales. Et ça, elle est vraiment magnifique, cette carte postale. Il m'a envoyé une carte postale. Vous savez, il y a un village comme ça qui a été complètement brûlé par les Allemands, Oradour-sur-Glane. Et donc, c'est ça, les Allemands, la division d'As Reich, bon, je sais pas quoi, la vengeance, ils ont foutu tous les habitants du village dans l'église, ont tout brûlé. Puis la vie continue. Et il y avait, comme ça, des dessins, des cartes postales, un peu passe-partout, comme ça, où il y avait une femme qui portait des valises, avec à la gare, je sais pas quoi, un courant d'air. Alors on voit, c'est formidable, on voit les jupes en l'air, on voit les bas, les porte-jartelles, comme ça, avec elle porte ses valises, elle peut rien faire. Il y a un coup de vent, comme ça, elle est là, comme ça, et puis et donc il y en avait une d'Oradour-sur-Glane, et il y avait bon souvenir d'Oradour-sur-Glane. Bon, et il m'a envoyé, c'est formidable, il m'a envoyé cette carte. Il m'a envoyé un jour comme ça cette carte, je pense qu'il était passé comme ça en voiture, il avait regardé, il a envoyé cette carte, et bon, toujours, côté à la fois je pense à toi, et en même temps, c'est des cartes, elle est vraiment au 3e degré, celle-là, elle est vraiment au 3e degré. Malheureusement, je n'ai pas gardé. Il y avait sa signature et tout. J'étais pas trop fétichiste et je n'ai pas gardé. Et puis voilà, donc, c'est ça, donc c'était c'est ça. Parce qu'il se servait d'ailleurs aussi beaucoup, puisqu'il servait beaucoup des livres ou des cartes postales, des choses comme ça pour communiquer. Notamment, comme il allait beaucoup dans les librairies s'acheter des livres pour lui. Et donc, par exemple, j'ai voulu faire pendant longtemps un film sur la guerre d'Algérie, et donc, toc, tout d'un coup, je ne l'avais peut-être pas vu pendant 1 mois, 2 mois, il m'a envoyé un bouquin, ou 2 bouquins, qu'il avait achetés sur la guerre d'Algérie. Tiens, c'est pour toi, pour ton... C'est une manière de dire, je pense à toi, et puis en même temps, d'être utile. Enfin, je veux dire, donc, t'as pas lu ce bouquin, et ça peut être intéressant. Je veux dire, c'était le côté... ah oui, donc de servir de la... puisque le cinéma, c'est plus compliqué, puis c'est vrai que le cinéma, on le voyait. Et François Truffaut, il joue dans votre film, Tir au flanc? Non, Tir au flanc, il joue, oui, bon, c'était une plaisanterie, parce que... En plus, on peut le dire. Oui, non, c'est les souffrances de Werther, je crois, oui. Oui, non, c'est parce qu'il m'avait dit, quand il était parti à l'armée, et qu'après, il était insoumis, et qu'il s'était révolté et qu'il était en tôle. Et donc, il m'avait dit, ah ben voilà, ça revient au livre. Et donc, il m'avait dit les treillis, là, donc on avait dit les treillis américains, quoi, déjà en 53, 54. L'armée française était équipée de treillis. Et il disait, les poches, vous savez qu'il y a les poches des treillis, les treillis ont une grande poche, comme ça, sur le côté. Et il disait, c'est juste la place pour un classique Larousse. Et c'est vrai que les poches de treillis, on peut glisser un classique Larousse qui est tout plat. Et donc, dans Tir au flanc, à un moment donné, le héros, la Christian de Tillières, il est mis au trou parce que, bon, il a fait une connerie. Et donc, puisque c'est un peu ce qui arrivait quand on allait au trou, on trouvait des gens qu'on connaissait pas qui étaient aussi au trou. Et donc là, bon, c'était juste une séquence d'1 minute, même pas, il rencontre
Truffaut et qui sort d'une poche. Je crois qu'il me semble que c'était un classique. Je crois que c'était les souffrances du jeune Werther. Il fallait en même temps. C'était à la fois une citation sur l'armée puis une citation sur ces trucs romanesques, quoi. Et puis, ouais, mais c'était ça son truc, les grandes plaisanteries. La taille de la poche de treillis, le classique Larousse. Mais comme c'est parce que forcément, ouais. Quand il était jeune, il a beaucoup fonctionné au classique Larousse, les pièces de théâtre et tout. Je vous remercie. On en prie. Voilà, c'est celui-là. Après, j'ai le voir, vous voyez, il est. Vous voulez que je le pose là ou... Oui, mais gardez-le à la main, c'est bien. Comme vous voulez. Ouais. Et ça, c'est l'exemplaire, voilà, quand il est sorti. Donc, c'était Robert Laffont. Et voilà la dédicace. Pour Jory, donc c'est Georges, Georges Desmousseaux, celui qui joue dans l'Argent de poche, là, le fils du paralysé, que ce livre a vu naître. Il le voit paraître pour Lucette Desclos.